Bien, mais il est 14 heures, on va commencer. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est corriger une équation que j'ai écrite la semaine passée. Je me suis un peu pris les pinceaux dans mes notations. Donc en fait ici, grand D, c'est la dimension d'espace-temps. Et petit d, qui est donc grand D moins 1, c'est la dimension d'espace. Et j'avais écrit l'expression de la contrainte hamiltonienne dont on aura besoin. Donc je vous rappelle que dans la formulation hamiltonienne de la relativité générale, il y a des contraintes multipliées par le laps et le shift. Et donc ici j'ai la dimension d'espace. On a la partie cinétique. Puis on a les contraintes. Puis on a un terme de surface dont je vais justement parler aujourd'hui. Et dans l'expression de H, donc j'avais écrit H, donc c'est CS pi G, où G est la constante de Newton, grand G IJ Mn pi IJ pi Mn, moins 1 sur CS pi grand G fois R racine de G, plus 2 sur 16 pi, oui, G de lambda racine de G. Et alors on a la contrainte qui engendre les différents difféomorphismes d'espace. Mais alors je vous avais dit grand G IJ Mn, donc c'est là que j'ai écrit une formule en mélangeant grand D et petit d. Donc c'est 1 sur racine de G, 1 demi G IM G JN, donc c'est l'inverse de ce que j'ai appelé la supermétrique de De Witt, plus G I N G JM. C'est symétrique en IJ et en Mn. C'est aussi symétrique pour l'échange IJ avec Mn. Et alors ici, c'est 1 sur... Alors soit on l'écrit avec grand D, c'est grand D moins 1. J'avais écrit avec petit d, donc c'est petit d moins 2, GIJ, GMN. Donc c'était là que j'avais fait une erreur dans l'écriture de l'expression. Donc je ferme. Donc ça veut dire en particulier pour... non, c'est grand D moins 2, alors, pardon. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. J'ai mis petit d moins 2. Et donc c'est petit d moins 3 ou grand D moins 2. Donc on va vérifier. Pour d égale 4, okay, la formule de Arnold, Deser, Misner de Dirac, c'est le cas qu'ils ont considéré. On a 1 demi. Pour d égale 3, on a 3 moins 2, donc on a 1. Effectivement, la pathologie étant d égale 2, mais on sait que l'action d'Einstein est pathologique en un certain, pour grand D égale à 2. Donc ça, on retrouve ça dans l'expression de la métrique inverse de la métrique de De Witt. On ne peut pas inverser la supermétrique de De Witt dans l'espace des métriques. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et ceci étant dit, on va continuer. Et je vais rappeler un tout petit peu, on aura besoin de certaines formules, ce qu'on a fait. On s'est placé à 3 dimensions d'espace-temps, et j'ai parlé des solutions au trou noir. Donc on prend D égale à 3, et on prend la constante cosmologique négative. Donc L est un nombre réel. Et donc les solutions au trou noir, je les ai écrites
la semaine passée ont l'expression suivante, moins n carré dt carré plus n-2 dr carré plus r carré n phi dt plus d phi au carré. Je rappelle qu'à 3 dimensions, oui, c'est bon à savoir que le produit de la constante de Newton par une masse est sans dimension. Donc la constante de Newton a les dimensions de l'inverse d'une masse. Alors grand n carré, donc le laps au carré, est donné par l'expression suivante. Donc en fait, ces solutions-ci constituent une famille à 2 paramètres de solution. Les 2 paramètres, c'est grand M et grand J. Et donc, quelles que soient les valeurs de grand M et grand J, on a une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique négative. R carré, donc j'avais écrit ça la semaine passée, hein, mais comme on en aura besoin aujourd'hui, je réécris. Alors oui, j'ai déjà fait 8G égale à 1. Je préfère écrire systématiquement les unités. Donc c'est moins 8G M plus R carré sur L carré. Et ici, j'ai un 16 carré, 16J carré. Donc je vais réécrire ça en remettant grand G. Donc c'est 16G carré, J carré sur R carré. Et n phi, donc le shift est purement angulaire, c'est moins j sur 2r carré. À nouveau, j'oublie, j'ai fait grand G est égal à 1 huitième, donc je vais rétablir les choses, c'est 4g, les unités, donc c'est 4g sur r carré, donc si vous faites g est égal à 1 huitième, vous retombez sur la formule que j'ai écrite. Voilà. Alors, un des objets du cours aujourd'hui, ça va être d'identifier grand M comme étant la masse de la solution et grand J comme étant le moment cinétique de la solution. En fait, je m'intéresserai qu'à la masse explicitement et je vous dirai comment ça marche pour grand J après. Mais avant de faire ça, encore deux, trois rappels à donner. C'est tout d'abord, donc comme je l'ai dit, pour toute valeur de grand M et de grand J, on a une solution des équations d'Einstein. Donc on a une famille à 2 paramètres de solution des équations d'Einstein. Et cette famille à 2 paramètres, lorsque ces paramètres obéissent à la condition suivante, la masse, donc le paramètre M, on ne sait pas encore que c'est la masse, mais je l'appelle déjà la masse, positif ou nul, et grand J tel que en module il est inférieur ou égal à ML, alors on a des trous noirs. Alors, comment ces valeurs-ci sortent? Mais lorsque M est positif ou nul et J obéit à cette inégalité, n carré s'annule. Donc n carré, vous voyez que c'est une fonction du second degré en R carré. Enfin, n carré égale à 0 vous donne une équation du second degré pour R carré. Et on se pose la question de savoir si elle possède une solution réelle, positive pour R carré. Et on peut voir que la réponse est oui lorsque ces paramètres satisfont à ces inégalités. Et donc il existe des valeurs de R positives ou nulles telles que n carré s'annule. Quand n carré s'annule, vous voyez que la métrique possède des singularités, mais on peut montrer que ces singularités sont des singularités de coordonnées correspondant à un horizon d'événements. Donc j'avais écrit des formules la semaine passée, là je ne vais pas les réécrire. Donc on résout l'équation n carré de R égale à 0, on obtient en général 2 solutions, R plus et R moins, lorsque ces inégalités sont satisfaites. Et R plus c'est un horizon d'événements et ça définit un trou noir. Donc on peut étudier la structure globale, ce sera dans les références que je vais vous donner, et on peut voir qu'effectivement il y a des horizons d'événements et qu'il y a des régions causalement inaccessible à un observateur situé à l'infini, à grande valeur de R. Donc ça représente un trou noir,
Et ce que je voudrais calculer aujourd'hui, c'est la masse du trou noir. On verra que c'est m. Et bon, le moment cinétique, j'en parlerai, c'est grand J. Alors, si m et j sont en dehors de ces paramètres, on n'aura pas de solution trou noir, mais on a toujours des solutions. Alors, ces solutions exhiberont des singularités coniques. J'en ai parlé la fois passée, sauf on retrouve pour m égal à moins 1 sur 8 G, donc de telle sorte qu'on a ici plus 1, et J égale à 0, on retrouve en fait antidocitaire. Mais entre m égale à ceci et m positif ou nul, donc en fait on a des solutions qui possèdent des singularités coniques. J'en ai brièvement parlé aussi la semaine passée. Mais il n'y a pas de singularité évidemment pour antidocitaire. Vous retrouvez évidemment la symétrie, la métrique d'antidocitaire que je vous ai écrite la semaine passée. Donc j'ai 1 plus r carré sur l carré, et ceci est absent, et c'est bien la métrique antidocitaire. Et donc antidocitaire, on en a parlé aussi la semaine passée, c'est un espace maximalement symétrique. Et le groupe d'isométrie d'antidocitaire, c'est SO22, enfin même O22, enfin, peu importe. Donc c'est un groupe à 6 paramètres. Et lorsque la constante cosmologique est négative, antidocitaire joue le même rôle que le rôle joué par Minkowski lorsque la constante cosmologique est nulle. La solution de Minkowski est la solution qui a le maximum d'isométrie, de la solution des équations d'Einstein avec lambda égale à 0 qui a le maximum d'isométrie. Et pour lambda positif, c'est la solution de De Sitter qui possède le maximum de symétrie. Et dans le cas où on est à 3 dimensions, le groupe est alors SO3,1. Alors peut-être encore une... oui, non, pour le moment, c'est tout. Donc ce que je voudrais faire maintenant... Oui, peut-être quand même dire une chose. Je l'ai dit la semaine passée, je ne vais pas le démontrer, mais je voudrais le rappeler parce que c'est important. Comment peut-on voir que cette métrique est solution des équations d'Einstein? Alors une manière de le voir, c'est qu'en fait, la solution antidocitaire, donc, par changement de coordonnées, peut se ramener sous cette forme-ci, où on change donc avec un m quelconque et un j quelconque, mais où phi n'est pas périodique, ou en tout cas une portion de De Sitter. Un ouvert de De Sitter peut toujours, par changement de coordonnées, qui dépendra de m et de j, être écrit sous cette forme, mais le phi ne sera pas une variable périodique. Mais si on identifie phi et phi plus 2pi, on garde, et on peut démontrer que c'est une isométrie, bon, on le voit, hein, phi n'est pas... la métrique ne dépend pas de phi, elle ne dépend pas de t non plus, donc quelles que soient les valeurs de m et de j, j'ai certainement deux vecteurs de Killing, d sur dt et d sur dφ. Donc je peux faire des identifications en phi si je veux. Effectivement, si on identifie phi et phi plus 2pi, on obtient toujours une solution des équations d'Einstein parce que les équations d'Einstein sont des équations locales. Donc une manière de voir rapidement que ceci est une solution des équations d'Einstein, bon, soit on calcule la courbure et on voit que c'est une solution des équations d'Einstein, soit on observe que c'est localement la même chose que antidocitaire et donc c'est clairement une solution des équations d'Einstein. Et en fait, on l'a vu aussi, les équations d'Einstein à 3 dimensions déterminent complètement le tenseur de Riemann, et le tenseur de Riemann doit être comme le tenseur de Riemann de antidocitaire. Et donc localement, dans un ouvert de coordonnées, on peut toujours trouver des coordonnées qui sont les mêmes que pour antidocitaire. Dans un ouvert, c'est comme si on était dans antidocitaire. Bon, alors ça c'est des rappels avec la correction. Maintenant, question, que signifie grand M et que signifie grand J? Et je vais vous montrer aujourd'hui, pour commencer, que grand M, c'est la masse. Alors la définition de la masse à 3 dimensions est un peu subtile, parce que comme on l'a vu, il n'y a pas de force newtonienne. Localement, la courbure est la même qu'en l'absence de masse. Donc si la constante cosmologique est nulle, d'ailleurs la courbure est nulle, il n'y a pas d'accélération relative des géodésiques. Alors, comme il n'y a pas de force newtonienne, on ne peut pas utiliser l'intuition newtonienne pour déterminer la signification du paramètre m. Donc ici, je vais
identifier M avec la masse de la solution en considérant le générateur des translations dans le temps. Donc je vais calculer la valeur du générateur des translations dans le temps, l'énergie, et je vais obtenir grand M. Et bon, comme les autres charges, bon, on va aussi si on fait la même chose pour le générateur des rotations spatiales, on va trouver grand J. Et donc ça permettra d'identifier grand J comme étant le moment cinétique. Alors, comment ce calcul s'insère dans le cadre du cours? Mais parce que le générateur des translations, les translations dans le temps, non nulles à l'infini. Vous voyez que si je fais une translation dans le temps, le vecteur d sur dt a une norme qui est égale à carré qui est égal à n carré et ça explose à l'infini. Donc il est loin d'être nul ni même constant à l'infini. Donc les vecteurs de Killing d'antidocitaire, ils explosent tous à l'infini, c'est comme les rotations. Donc les translations dans le temps vont définir des symétries, des difféomorphismes impropres. Et le générateur correspondant va être une combinaison des contraintes plus un terme qui va être nul quand les équations d'Einstein sont satisfaites, plus un terme de surface. Et donc c'est le terme de surface qui va tout déterminer. Donc c'est particulièrement important de ne pas se tromper dans le terme de surface et d'être soigneux lorsqu'on calcule le terme de surface, pas dire on travaille à un terme de surface près. Tout est dans le terme de surface, donc il ne vaut mieux pas travailler à un terme de surface près. Donc on va utiliser les techniques que j'ai expliquées dans le cas de Chern-Simons pour faire le calcul ici de la masse. Alors, à 3 dimensions, vous allez voir que le calcul n'est pas compliqué, mais il est un peu lourd dans la formulation métrique. Je vais néanmoins le faire d'abord dans la formulation métrique, parce qu'il y a des dimensions strictement plus grandes que 3. La dérivation basée sur Chern-Simons que je vous donnerai après, et qui permet de court-circuiter grandement les calculs, n'est pas disponible. Et donc je vais faire ici le calcul comme en dimension 4, comme en dimension 4, où il a été fait d'ailleurs pour la première fois par Arnold, Deser et Missner, et c'est pour ça qu'on appelle dans ce cas-là M la masse ADM. Donc je vais faire le calcul à la ADM de la masse à 3 dimensions. C'est un calcul qui en général n'est pas reproduit parce qu'il est quand même un peu... Enfin, il faut bien le mener pour trouver la valeur, mais enfin dans un cours, c'est le bon endroit pour vous exposer, vous devez être au moins exposé une fois au calcul de la masse ADM. Donc je vais faire le calcul dans le cadre de la formulation métrique de la masse de cette solution et on va bien voir que c'est égal à grand M. Alors, donc je vais développer les techniques nécessaires. Et donc comment ça marche? Donc j'ai déjà parlé des transformations de jauge impropres. Et donc les transformations de jauge impropres, c'est des transformations de jauge, donc engendrées par les contraintes, plus un terme de surface, où le terme de surface n'est pas nul. Et c'est parce que précisément le terme de surface n'est pas nul qu'on parle de transformation de jauge impropre. Les transformations de jauge propres sont caractérisées par des termes sur surface nuls, et ça correspond à des transformations de coordonnées qui, en général, s'annulent à l'infini, de telle manière que les termes de surface correspondant à l'infini sont nuls. Alors, pour parler de tout ça, il faut se donner des conditions aux limites. Et donc, la première chose à faire, c'est... oui, ça, je n'ai pas plus besoin des singularités coniques. Et ces conditions limites vont définir précisément ce que j'entends par l'espace des phases dans le cadre de la gravitation à 3 dimensions asymptotiquement antidocitaire. Donc je vais, parce que pour le moment, je n'ai rien dit sur le comportement de GIJ et de PIJ à l'infini, mais il est clair que si on veut cette intégrale, par exemple, on veut qu'elle soit finie, Pi, IJ et GIJ ne peuvent pas se comporter n'importe comment à l'infini. Donc il faut se donner des comportements de décroissance à l'infini. Donc je vais devoir donner des conditions à l'infini, ce que j'appelle conditions limites, pour définir mon problème. Et pour définir ces conditions limites, on va procéder un peu intuitivement. Donc en fait, les conditions limites doivent être telles qu'un certain nombre de conditions de cohérence sont satisfaites, et on a une certaine liberté dans le choix des conditions limites. Mais ici, je vais choisir mes conditions limites de manière à ce que, asymptotiquement, la métrique et PIJ tendent vers les valeurs d'antidocitaire. Alors vous voyez que pour les trous noirs, pour grande valeur de R, le terme qui domine, dans n carré par exemple, c'est clairement ce terme-ci, qui est le même que antidocitaire.
Donc à l'ordre dominant, la métrique du trou noir tend vers la métrique antidecitaire. Alors je n'ai pas calculé la courbure extrinsèque, on va la calculer. La courbure extrinsèque, calculons-la tout de suite d'ailleurs. Donc comme ça on a une idée de ce que vaut PIJ. Donc je vais calculer KIJ d'abord, la courbure extrinsèque que j'avais définie la semaine passée. Donc ça, c'était la définition générale. Donc n est le laps, et ça, c'est le vecteur de shift, et ça, c'est la dérivée covariante d'espace, en utilisant la métrique d'espace. Donc on avait défini K comme ça. Alors vous voyez que pour antidecitaire, alors là, le calcul est simple, tout est nul. Pourquoi tout est nul? Parce que la métrique antidecitaire ne dépend pas du temps. Ça va toujours être nul de toute façon pour les trous noirs. Et la métrique et le vecteur de shift est nul pour antidecitaire. Donc pour antidecitaire, KIJ est égal à 0. Et je prétends que les autres composantes, je prétends que pour le trou noir, la valeur de la courbure extrinsèque, pour grande valeur de R, tend vers 0. Donc en fait, ceci implique aussi que PIJ ADS est égal à 0. Donc comme je vais travailler en termes de GIJ et de PIJ, je prétends que pour grande valeur de R, PIJ tend vers 0, la valeur ADS. Et donc effectivement, cette métrique et le moment conjugué correspondant, pour grande valeur de R, tend vers ADS. Alors explicitons la manière dont ça tend vers ADS. Donc pour ça, je vais calculer KIJ pour le trou noir. Donc pour M et J quelconque. Alors, le calcul est quand même toujours relativement simple, puisque la métrique pour le trou noir D sur dt est un vecteur de Killing, ne dépend pas du temps. Peut-être j'écris la métrique spatiale. La métrique spatiale pour le trou noir, elle n'est pas très compliquée. C'est n-2 dr carré. Donc ça, c'est la métrique spatiale. Donc je fais dt égale à 0. Et je regarde ce qui reste. Plus r carré dφ carré. Donc elle a le bon goût d'être diagonale. Donc la métrique inverse est facile à calculer. Ce sera n carré 1 sur r carré. Et si vous faites le calcul, bon, je ne vais peut-être pas le faire explicitement ici, vous verrez que les composantes radiales de la courbure extrinsèque sont nulles. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient plus 1 sur 2n, nij plus nji. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être, c'est que nr est égal à 0, puisque la seule composante, c'est nφ. Donc et la métrique est diagonale d'espace. Donc quand j'abaisse l'indice avec gφ, la seule chose je vais obtenir, bon, je vais pas, grr étant, grφ étant nul, nr est égal à 0, et nφ c'est quoi? Vous abaissez l'indice nφ à l'aide de la métrique qui est inverse, la métrique directe, gφ, donc c'est gφ nφ au-dessus, gφ c'est r carré, et donc vous avez, voilà, vous obtenez moins 4 gj, et donc le laps est constant, dépend ni de phi ni de r. Donc c'est assez facile de calculer sa dérivée covariante. Les gammas sont non nuls parce qu'il y a des dépendances en R ici. Et donc vous aurez juste le terme en les gammas. Et donc je vous laisse faire le calcul. Vous obtiendrez KRR égale à 0, Kφ égale à 0. Et la seule composante non nulle, c'est KRφ, qui est en fait O de 1 sur R carré. Oui, pour ça je vous laisse faire le calcul. Et quand on va élever les indices pour passer à la courbure extrinsèque, à PIJ, pardon, il faut élever l'indice R, il faut élever l'indice phi. Mais vous voyez que la métrique gφ, donc l'inverse va être 1 sur R carré, l'inverse de GRR va être N carré, et donc il va y avoir une compensation du 1 sur R carré par le R carré ici. Donc à l'ordre dominant, on obtiendra que pi r phi, c'est aussi 1 sur R carré. Alors vous allez me dire, oui, mais encore la racine de G dont il faut tenir compte, d'habitude ça explose, mais pour antidecitaire à 2 dimensions, vous voyez que le déterminant de la métrique spatiale, vous multipliez ça par ça,
Ça va comme 1 sur r carré fois r carré, donc ça tend vers une constante. Ça ne va pas changer l'ordre en r. Donc on voit que pour les trous noirs, on a ceci. On a la déviation de la métrique GRR par rapport à la métrique d'Anti de Sitter est d'ordre, pour n carré est d'ordre 1, mais quand je calcule l'inverse, on va obtenir la chose suivante, c'est que GRR, si on va développer ceci 1 sur n carré, alors à l'ordre dominant, on obtient la partie Anti de Sitter qui est L sur R au carré. Et puis, vous voyez que le terme suivant est un ordre 1 sur r carré par rapport à celui-ci. Donc ça va être, les corrections vont être d'ordre 1 sur r4. Et pour G phi, ça commence avec r carré. Alors dans le cas des trous noirs, on n'a pas de correction, puisque G phi c'est r carré. Enfin, si on s'attend à ce que les choses dépendent de r carré, on peut autoriser éventuellement un ordre 1, etc. Mais pour les autres composantes, on n'a pas d'information des trous noirs. Juste si on regarde les trous noirs dans le repère de coordonnées au repos, enfin, si je puis dire, où il y a juste M et J, la masse et le moment cinétique. Et donc, les autres conditions limites sur les autres, c'est-à-dire les conditions limites sur les autres composantes de la métrique, qui sont GR phi, et sur les autres composantes de pi, qui sont pi RR et pi R, pardon, phi phi, disons qu'elles sont strictement égales à 0, ces composantes, pour la métrique que j'ai écrite ici, mais elles ne vont pas rester nulles si je passe de système, disons, au repos, dans un système où le trou noir n'est pas au repos. Et je vais engendrer, en faisant un tel changement de coordonnées, un tel difféomorphisme impropre, je vais engendrer des composantes non nulles. Et c'est ça qui va inspirer les conditions limites que je vais vous écrire maintenant. Donc si on fait le calcul, et on va voir qu'effectivement c'est cohérent d'imposer ce que j'impose, on obtient une composante ici qui se comporte en 1 sur R, une composante ici qui se comporte en 1 sur 5, et là j'ai donné c'est 1 sur R carré, et GR phi c'est 1 sur R cube. Donc c'est clairement satisfait pour le trou noir, parce que pour là, dans ce repère, parce que ça c'est strictement 0. Comment voir que c'est les bonnes conditions limites? Comme j'ai dit, c'est un peu un art de trouver les bonnes conditions limites. Ces conditions limites contiennent le trou noir, on vient de le vérifier, mais ces conditions limites sont aussi invariantes pour des transformations de SO2,2. Et on veut que la solution on veut pouvoir parler de solutions asymptotiquement anti de Sitter, et donc on veut que le groupe de symétrie asymptotique contienne au moins SO2,2. Donc c'est un peu pas un jeu, mais c'est un peu, disons, des essais, c'est par essais et erreurs successives qu'on arrive aux bonnes conditions limites. En fin de compte, il faut que les conditions limites contiennent des solutions physiquement intéressantes, et soient invariantes au moins pour le groupe de symétrie de la solution vers laquelle on tend, asymptotiquement en tout cas. Donc ces conditions limites doivent être invariantes pour cela. Alors j'ai motivé un certain nombre de composantes des conditions limites en regardant le comportement des solutions trous noirs. Les autres s'obtiennent en agissant avec les vecteurs de Killing d'Anti de Sitter sur cette solution-ci, pour lesquels ce ne sont pas des vecteurs de Killing, donc on va engendrer des composantes nouvelles. Si c'était un vrai vecteur de Killing, la métrique est invariante par définition. Mais si je prends cette métrique-ci qui ne possède que deux vecteurs de Killing pour des valeurs génériques de M et J, quand je vais agir avec le groupe SO2,2, je vais engendrer de nouvelles composantes. Et ces nouvelles composantes vont avoir un certain comportement à l'infini. Et c'est ce qui suggère le comportement que j'ai ici écrit au tableau. Donc, je ne vais pas vous donner une dérivation. C'est comme ça qu'on procède, oui. Je me demandais comment est-ce qu'on définit le rayon R, parce que je pourrais redéfinir R comme S carré. Ça paraît pas oui, donc ici c'est défini à l'aide du background Anti de Sitter. Donc je prends des coordonnées où Anti de Sitter prend la forme
1 plus R carré sur L carré. Enfin, que la forme statique antidéciter me définit la coordonnée R. Et donc effectivement, asymptotiquement, on tend vers quelque chose, et ce quelque chose, c'est antidéciter, et j'utilise cette structure supplémentaire pour définir ces variables. Bon, alors, le calcul, vous allez le voir, mais c'est aussi ça fait partie de l'exercice. Donc, on a fait deux choses jusqu'à présent. Une chose que je n'ai pas vraiment vérifiée en entier, mais une chose qu'on a vérifiée explicitement. On a écrit des conditions aux limites où la métrique et la courbure extrinsèque et son conjugué, qui est essentiellement la courbure extrinsèque, dévient des valeurs d'antidéciter par des termes que j'ai écrits ici, tels que, en tout cas, cette solution-là obéit à ces conditions limites. Donc, ça contient bien toutes les solutions trous noirs. Donc, toutes les solutions trous noirs sont contenues là-dedans. Alors, je vous ai dit aussi, mais je ne vais pas le vérifier explicitement, que ces conditions limites sont aussi invariantes plus que simplement le groupe D sur DT, D sur DφI, mais pour tout le groupe antidéciter SO22. Donc, SO22, je l'appelle parfois le groupe antidéciter. Alors ça, je ne l'ai pas vérifié explicitement, mais vous pouvez le vérifier explicitement. On va vérifier en fait D sur DT, même déjà D sur DT n'est pas entièrement trivial. On va vérifier que ces conditions aux limites sont bien invariantes dans une seconde. Donc, ayant maintenant l'invariance des conditions aux limites, on va se poser la question, quelle est la valeur du générateur hamiltonien correspondant? Donc, on va voir que, et pour tous les éléments de SO22. En fait, on va voir, mais j'anticipe déjà, on va voir que le groupe de symétrie asymptotique est beaucoup plus grand. C'est en fait le groupe conforme à 2 dimensions qui contient SO22, ça j'anticipe. Mais on peut déjà se poser la question pour SO22. Donc, et en particulier pour D sur DT, qui est un des éléments de SO22. Donc, quelle est la valeur correspondante du générateur hamiltonien? Ça définit une transformation canonique, donc je peux calculer le générateur. On va voir que ce générateur, c'est bien une combinaison des contraintes plus un terme de surface. Quelle est la valeur de ce terme de surface? On va voir que pour D sur DT, la valeur du terme de surface, c'est M. Donc ça, c'est le calcul que je vais faire. Alors, comme je l'ai dit, je vais le faire dans le formalisme métrique que j'ai discuté jusqu'ici, pour vous montrer que c'est techniquement, disons, exigeant. Et on va voir après qu'avec Chern-Simons, ça se calcule en 2 lignes. Alors, je vais écrire la transformation de l'espace des phases correspondant à... Donc, on sait que le générateur prend la forme générique suivante. Il y a un terme de volume. Donc, je vais écrire G. Donc, si je fais un difféomorphisme propre ou impropre, d'ailleurs. Donc, il va être caractérisé par une composante normale du difféomorphisme. Donc, j'ai mon hypersurface. Donc, je fais un déplacement. Soit je prends le point de vue actif ou passif, peu importe. Donc, je passe d'une hypersurface à une autre. Et je vais paramétriser ça par... donc, j'ai la normale ici. Et le déplacement, c'est un vecteur comme ça. Et ça va être xi perpendiculaire fois la normale, plus xi i d sur dxi, où les d sur dxi, bon, dans ce cas-ci, c'est d sur dr, d sur dφ, sont des vecteurs dans l'espace tangent. Hein. Et on sait que la manière dont on passe de cette hypersurface à cette hypersurface-là, c'est une transformation canonique dont le générateur, dont on connaît en tout cas la partie volume ou intérieure, c'est une intégrale sur l'espace d2x. Et puis il faut ajouter un terme de surface. Donc c'est ça que je veux calculer. Hein, puisque quand les contraintes sont satisfaites, comme je l'ai dit, ça c'est nul. Alors, la transformation, on la connaît. C'est la transformation engendrée par un difféomorphisme. Donc on connaît en fait comment, sous ces transformations infinitésimales, delta GIJ
se transforme et delta PJ se transforme. Hein. Géométriquement, on a une déformation de l'hypersurface. En utilisant les équations d'Einstein, on sait comment ça se transforme et j'écris le résultat. Donc, ça revient au même que de prendre le crochet de poisson de la métrique avec cette expression et le crochet de poisson du moment conjugué avec cette expression, en supposant que le crochet de poisson est bien défini. Donc là, je vais revenir là-dessus, c'est le terme de surface. Mais comme l'expression est locale, on sait que le crochet de poisson est bien défini si c'est perpendiculaire et que si i tend vers 0 à l'infini. Donc c'est une manière de dériver l'expression. On suppose que la déformation tend suffisamment vite à l'infini et on va obtenir la variation des champs. Mais comme cette variation ne dépend que de dérivées en nombre fini des variables, c'est local, que le comportement à l'infini soit le même ou pas le même, on aura toujours la même variation des champs. Donc, en faisant ce calcul que je vous donne, dont je vous donne seulement la réponse, on obtient les choses suivantes. Alors je peux peut-être vite commenter. Dérivée de l'I d'espace de GIJ. Alors comment on obtient ça? On prend le crochet de poisson de la métrique avec cette expression-ci, pour le terme oxyperpendiculaire, et cette expression-ci contient quadratique en le moment conjugué. Donc la métrique ne va voir que ça quand je prends le crochet de poisson, et ça donne ce que j'ai écrit. Hein? Alors l'autre ici, il y a des dérivées, donc en fait on peut voir que c'est la dérivée de l'I qui va apparaître quand on prend le crochet de poisson avec HI. Et pour delta PJ, on obtient... Alors, on n'aura pas besoin de ces expressions, mais je les écris quand même. Juste pour vous montrer que les équations d'Einstein sous forme hamiltonienne prennent une tournure un peu plus compliquée que... mais d'autre part, c'est comme ça qu'elles s'écrivent. Donc il y a des termes qui s'obtiennent en prenant le crochet de poisson avec vous voyez que c'est assez lourd, hein. Il y a beaucoup de termes, il y a des termes qui... La métrique, elle apparaît à beaucoup d'endroits, donc quand je prends le crochet de poisson du moment conjugué à la métrique avec H, la métrique est ici, donc il y a un crochet de poisson à prendre avec ça. La métrique est là, mais elle est aussi dans R, et elle est ici. Donc il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de contributions. Mais toutes ces contributions, voilà ce qu'elles sont. Pardon, pi mj moins pi ij pi. Et puis encore un terme qui est dérivée covariante seconde de xep perpendiculaire moins gij laplacien de xi perpendiculaire. Donc voilà la manière dont gij et pij changent quand on passe d'une hypersurface à l'hypersurface suivante, et la déformation étant paramétrisée par xi perpendiculaire et xi. Et comme on le sait, ça s'obtient en prenant le crochet de poisson avec les générateurs correspondants, que je suppose ici bien définis. Et maintenant, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on est sûr que c'est bien défini. En d'autres termes, est-ce qu'on est sûr qu'on peut réellement mettre un terme de surface ici, tel que le générateur et des dérivés fonctionnels bien définis. Mais pour écrire ces lois de transformation, je n'ai pas besoin de savoir ça, parce que ces lois de transformation, vous voyez, elles sont locales. La variation de gij ici ne dépend que de pi et des dérivées premières de g ici. Idem pour pi, sa variation ici ne dépend que de la métrique, ces dérivées premières et secondes ici, et puis de pi au même point. Et ici, bon, la valeur de xi et des dérivées de xi à ce point-là. En d'autres termes, si l'expression ici est indépendante du comportement à l'infini de xi perpendiculaire et xi, c'est pour ça que je peux les écrire sans m'être posé la question de ce que sont les termes de surface. Bon, alors maintenant, je suis en train de gagner du temps avant de faire les choses sérieuses, en un sens. Oui, et même encore une chose à vérifier. Donc justement, je voudrais vérifier avec vous que
le comportement asymptotique est bien préservé si par exemple je prends xi perpendiculaire, puisque c'est ça qui va m'intéresser. Je veux calculer le générateur des translations dans le temps. Donc je vais prendre xi perpendiculaire égale, je dois m'arranger pour que ce soit égal à d sur dt. Et donc d sur dt va avoir, d sur dt c'est le laps. Et xi i c'est le shift. Donc donné par ces expressions qui sont là. Alors, donc je prends translation dans le temps, donc ça c'est bien, donc je prends juste n et ni, effectivement. Donc je prétends que pour ce choix, et donc ça veut dire que xi perpendiculaire dans ce cas-ci est donné par une expression qui est d'ordre R, et xi i, c'est d'ordre 1 sur r carré. Donc je veux démontrer que si je prends xi perpendiculaire ici d'ordre r et xi i, on ne va pas tellement s'occuper de xi i, d'ordre 1 sur r carré, faisons juste le calcul pour xi, regardons juste xi perpendiculaire, cette loi de transformation préserve les conditions asymptotiques. Donc je vous ai dit, les conditions asymptotiques sont invariantes pour tout SO2,2. En particulier, elles sont en principe invariantes sur d sur dt, qui est un des vecteurs de Killing de SO2,2. Donc vérifions-le explicitement. Alors, comment on voit ça? Par exemple, calculons delta GRR. Vous voyez que ces deux xi perpendiculaires, faisons juste le calcul des ordres de grandeur. Donc, je vais avoir quelque chose qui est d'ordre R. Donc, c'est de l'ordre. Là, je vais avoir R. Et ici, racine de G, on a vu qu'à l'ordre dominant, c'était ordre 1. Donc, c'est le terme xi perpendiculaire racine de G, sur racine de G, c'est O de R. Puis, je vais avoir pi RR. Alors, pi RR est d'ordre 1 sur R. Mais si j'abaisse les indices, je ramasse 1 sur R5. 1 sur R4. Pardon, donc R, 1 sur R, pardon. Donc, je baisse le premier indice GRR, c'est 1 sur R carré, donc ça va me donner 1 sur R 5. Et l'autre terme est aussi GRR, est d'ordre GRR est d'ordre 1 sur R carré, et pi, qui est la trace, va être d'ordre 1 sur R cube, donc c'est aussi 1 sur R5. Vous voyez que ceci est d'ordre 1 sur R4, qui est OK. La variation de GRR doit être d'ordre 1 sur R4, ça c'est fixe. Donc quand je varie, j'obtiens juste ça. Donc vous voyez qu'effectivement, cette loi que je vous ai écrite préserve en tout cas le comportement asymptotique de GRR. Alors GR phi, on va faire peut-être G phi phi d'abord. Alors G phi phi, je dois faire la même chose, donc j'ai toujours le xi perpendiculaire qui est d'ordre R. J'ai pi phi phi, alors c'est 1 sur R5, mais je dois baisser les indices. G phi phi, c'est R carré. Donc je vais avoir R carré, il me restera d'ordre 1 sur R. Donc ça c'est d'ordre 1. Et effectivement, G phi phi est d'ordre 1. Donc vous voyez qu'effectivement, il faut autoriser un ordre 1 ici dans G phi phi. Ça c'est de nouveau fixe, c'est toujours le même. Quand je varie delta G phi phi, c'est d'ordre 1. Donc vous voyez que cette loi de transformation préserve ce comportement. Et vous pouvez voir que delta, alors là c'est un tout petit peu plus compliqué, mais donc je vous le laisse faire 6, va être d'ordre 1 sur R cube si pi phi r, c'est ça qui détermine pi phi r, on va l'écrire ici, est d'ordre que j'ai écrit là, c'est-à-dire 1 sur... il est où, pi phi r? Et dans 1 sur R carré. Donc tout est cohérent. Donc, quand vous faites une déformation donnée par un vecteur qui asymptotiquement tend vers d sur dt,
Donc ce que j'ai vérifié ici, c'est que si je fais une déformation de l'hypersurface par un vecteur qui tend asymptotiquement vers d sur dt, la variation de la métrique, si on part d'une métrique qui obéit à ces conditions asymptotiques, obéira elle aussi à ces conditions asymptotiques. Et donc ces conditions asymptotiques sont préservées pour d sur dt. Bon, ce n'est pas très compliqué à vérifier, mais c'est des conditions de cohérence. Vérifier que ceci est aussi préservé, c'est un peu plus compliqué, mais on peut montrer qu'effectivement, la variation du moment conjugué pour un tel xi perpendiculaire va obéir aux mêmes conditions asymptotiques. Donc les conditions asymptotiques sont préservées. Alors maintenant, ceci étant dit, on va se lancer dans le calcul du terme de surface, et je vous rappelle que le terme de surface est déterminé de la manière suivante. Donc ce qu'on veut, c'est que ce que j'ai calculé, que delta GIJ puisse toujours être calculé en prenant le crochet de GIJ avec c'est-à-dire qu'on veut que le générateur ici soit bien défini. Vous cette formule que j'ai écrite à plusieurs reprises, que la contraction interne de la forme symplectique par le vecteur qui définit la transformation, qu'on a ici, ça c'est le vecteur, dans l'espace des phases, c'est le vecteur qui définit la déformation. On veut que la contraction interne de la forme symplectique par ce vecteur soit moins la dérivée extérieure du générateur. Et donc c'est comme ça qu'on détermine le générateur. Et ce générateur, bon, on connaît sa partie de volume enfin intérieur, et il faut que le terme de surface soit ajusté de telle sorte à ce que cette expression soit toujours bien définie. C'est-à-dire que lorsque vous calculez, donc ça c'est la variation du générateur sur la variable canoniquement conjuguée au point correspondant, il faut donc qu'on puisse écrire la variation du générateur comme, donc c'est une autre manière de dire la même chose, doit être l'intégrale d de x sur, donc de delta GIJ de x, ce qu'on définit comme étant la dérivée fonctionnelle de g sur GIJ de x, plus dérivée fonctionnelle de g par rapport à PIJ de x delta PIJ. Et donc, ce que l'on demande, c'est si vous examinez cette expression, à la fois h et hi contiennent des dérivées d'espace. Pour ramener la variation de g à cette expression-ci, sans terme de surface, parce que sinon on n'aurait pas cette égalité, il faut faire des intégrations par partie. Et ces intégrations par partie doivent être telles qu'elles puissent être annulées par la variation du terme de surface ici. Donc si je calcule delta G, je dois obtenir ceci, sans aucune variation dérivée de G, ni de pi. Et pour pouvoir écrire delta G sous cette forme-là, comme il y a des G dérivés, par exemple dans la courbure, dans l'expression du hamiltonien, si je regarde la contrainte hamiltonienne, je vais devoir intégrer par partie pour ramener la variation de G à ceci. Je vais obtenir des termes de surface. Alors ces termes de surface, en général, ils ne seront pas nuls. Si xi perpendiculaire, puisque G dépend de xi perpendiculaire xi, ne tendent pas suffisamment lentement à l'infini. Si xi perpendiculaire et xi tendent vers 0 à l'infini aussi vite qu'on veut, on peut toujours faire toutes les intégrations par partie, il n'y a pas de problème, puisque les termes de surface seront nuls. S'ils ne tendent pas vers 0, il faut faire attention, c'est ça le point. Alors, mais je vais aussi avoir, quand je calcule delta G, donc je vais avoir delta de ceci, plus delta de ça. Et donc ce qu'il faut, c'est que quand je fais des intégrations par partie ici, j'obtiens un terme de surface qui est exactement tué par la variation du terme de surface que j'ai ajouté ici. Et on va voir que pour arriver à cela, il faut mettre un terme non nul, non trivial ici, qui va être la valeur on-shell, enfin lorsque les contraintes sont satisfaites, de grand G. Et donc je répète, et ça c'est réellement la formule que je vous ai écrite plusieurs fois dans le cours, donc ce qui était la dérivée, la contraction interne de la forme symplectique par
donc on va mettre grand G, par le vecteur qui définit la transformation. Donc ça, c'est un vecteur dans l'espace des phases. C'est le vecteur dans l'espace des phases défini par ceci. C'est une transformation infinitésimale, un vecteur, c'est la même chose. Ma forme symplectique, c'est dp dq, puisque l'action avait on a vu qu'elle a la forme canonique. Donc quand je calcule ça, je vais pouvoir l'écrire comme une variation ou la dérivée verticale, c'est la même chose, du générateur G. Exactement, et pas des termes de surface près. Et donc il faut ajuster les termes de surface dans G de telle manière qu'on ait cette formule-là. Et donc ça revient à dire, c'est la même chose, reformulé autrement, il faut que les termes d'intégration qui viennent de là, et quand j'effectue les intégrations par partie, pour me ramener à une forme où je n'ai plus que des delta GIJ et des delta PIJ non dérivés, il faut que les termes d'intégration par partie qui proviennent de cette transformation soient exactement annulés par la variation du terme de surface ici. Oui ? Question, parce que le delta GIJ, on n'avait pas justement calculé en prenant le crochet de poisson avec G. Oui, mais donc c'est pour ça que j'ai été prudent en disant grand G, on ne sait pas ce que c'est quand xi et xi ne tendent pas vers 0 à l'infini. Par contre, si xi et xi tendent vers 0 à l'infini, je sais que je ne dois pas me soucier des termes de surface et que je peux calculer les choses. Et donc quand ça tend vers 0 à l'infini, je peux faire le calcul. Et puis j'observe que c'est une expression purement locale. Donc même si xi perpendiculaire et xi ne tendaient pas vers 0 à l'infini, mais de manière à ce qu'on puisse évidemment parler de crochet de poisson, je sais que l'expression sera toujours la même. Donc je peux utiliser cette expression même hors du contexte où je l'ai calculée parce qu'elle est locale. Et donc, si je fais une déformation de l'hypersurface qui est nulle ici et puis qui vient de manière douce se raccorder à cette description et puis qui retend vers 0 à l'infini, la variation de la métrique ici sera la même et donnée par cette formule. Donc ça, c'était le raisonnement. Bon, alors maintenant, il faudra bien se lancer dans la bagarre. Ce que je vais vous donner maintenant, c'est la valeur du terme de surface qu'il faut ajouter, et puis je vais la dériver. Donc, je vais d'abord donner la valeur du terme de surface pour ce choix particulier, donc pour une translation dans le temps, d sur dt avec un coefficient égal à 1. Donc, je prends... et donc là, ce sera la masse, puisque je normalise les choses à d sur dt. Où d sur dt est normalisé de telle sorte que, pour antidocitaire, j'obtiens r carré sur l carré plus 1 comme terme dominant. Donc je vais calculer la valeur de la charge correspondante, et donc je vais appeler le terme de surface Q de xi. Donc on va lui donner un nom, Q de xi. Donc ça va dépendre du choix de xi, mais je vais le calculer explicitement pour cela. Et je prétends que pour ce choix-là, Q de xi est donné par... Alors j'écris d'abord l'expression et puis on va la dériver. 1 sur 16 pi g, intégrale. Donc c'est une intégrale sur la sphère à l'infini, qui en l'occurrence est un cercle, puisqu'on est en dimension 2 d'espace. Donc j'écris ça, c'est la sphère à l'infini, donc le cercle à l'infini. DSL, donc ça c'est l'élément de longueur, c'est une manière d'écrire des phi. Donc je vais d'abord écrire les choses, et puis j'explique. JKL, et donc ça, pour ceux qui connaissent ADM, vous allez reconnaître l'énergie ADM. Mais il faut que j'explique mes notations. Oui, plus de xi. En fait, je vous le donne pour un vecteur quelconque, pi, i, l. Alors, je dois expliquer un certain nombre de symboles. Le 0 ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis je vais aussi préciser ce que j'entends par la dérivée covariante d'espace ici. Alors le 0, donc je vais écrire la métrique
comme G0 IJ plus une perturbation par rapport à G0 IJ, et ceci est la métrique d'ADS. Alors même pour être encore plus... bon, je pourrais prendre ADS. Vous voyez qu'il y a un choix encore plus simple qu'ADS, qui est le trou noir de masse nulle. Si je prends le trou noir de masse nulle et de moment angulaire nul, n carré est particulièrement simple et la métrique est particulièrement simple. Donc en fait, je vais me référer... Donc c'est ce qu'on appelle la métrique de fond. Donc c'est la métrique de fond. Et bon, initialement, on a tendance à prendre le ADS. On compare à ADS, mais comme le trou noir de masse nulle a le même comportement asymptotique, on va plutôt comparer au trou noir de masse nulle. On sait qu'il y a un shift de la masse, qui a été écrit quelque part ici, oui, là. Donc quand m est égal à 0, donc vous voyez que c'est 1 sur 8g au-dessus de la masse antideucitaire. Si on ajuste la masse pour qu'elle soit nulle pour antideucitaire, on obtiendra pour le trou noir de masse nulle 1 sur 8g. Mais je vais prendre plutôt comme métrique de fond, non pas ADS, comme je l'ai précisé, mais les calculs sont plus simples. Je vais prendre le trou noir de masse nulle, et J égale à 0. Donc. Et donc, je vais comparer la métrique, et c'est asymptotique, puisque c'est une intégrale à l'infini. Je compare la métrique à la métrique du trou noir de masse nulle. Et donc, ça veut dire que les seules choses qui vont jouer, c'est les termes que je n'ai pas écrits ici. Puisque le premier terme, c'est justement le terme trou noir de masse nulle. Alors, toute quantité qui possède un 0 se réfère à la métrique de fond. Donc ceci, c'est la supermétrique de De Witt calculée avec la métrique de fond. Donc il y a racine de G, il faut prendre la racine de G, donc ce sera racine de G0, G0 IJ, G0 IK, donc tout ça est calculé avec la métrique de fond. Et la dérivée covariante ici, donc ça je précise, c'est aussi calculé avec la métrique de fond. C'est-à-dire j'utilise les gammas de Christoffel de la métrique de fond. D'accord ? Donc, et les dérivées covariantes avec la métrique complète, je les note point-virgule. Mais il est clair que si c'est les dérivées covariantes avec la métrique complète que je calcule ici, j'obtiens 0, puisque la dérivée covariante de la métrique par rapport avec sa propre connexion est nulle. Donc ça, en fait, cette équation n'a de sens que parce que j'utilise la métrique de fond, sinon c'était 0. Voilà, alors je prétends que le terme de surface qu'il faut ajouter ici est donné par cette expression, et comme je vous l'ai dit, je voudrais quand même faire le calcul explicitement, et donc je vais faire le calcul pour ce choix particulier de xi perpendiculaire et xi qui correspond à une translation dans le temps. Alors, et je vais me focaliser aussi, parce que dans ce cas-là, xi tend suffisamment vite vers 0 à l'infini pour que ce terme-ci tende vers 0. On peut le voir, xi, donc c'est xi phi va comme 1 sur r carré, le pi va comme 1 sur r carré, donc les intégrales, où le pi va comme 1 sur r carré. Donc les intégrales vont, cette intégrale-là ne va pas contribuer si je prends ce vecteur particulier-ci. Si je prends par contre le moment cinétique, dans ce cas-là, je dois prendre pour xi perpendiculaire 0, et pour xi phi au-dessus 1, au lieu de 1 sur r carré, alors là, l'intégrale va contribuer, et on va obtenir j. Mais pour ce vecteur de Killing dont la composante xi phi tend vers 1 sur r carré, quand j'ai écrit xi, c'était en coordonnées polaires. Ça ne joue pas. D'accord ? Donc on va calculer ça. Donc ce que je veux faire, c'est explicitement le calcul du terme ici qu'il faut ajouter à Q, au générateur. Alors je vous ai dit, la règle, donc, c'est de regarder les termes d'intégration par partie qui viennent quand je varie l'expression ici. Donc ce que je dois calculer, c'est la variation de ce terme-là. Et vous voyez que dans H, il y a une partie purement algébrique,
où il n'y aura pas à faire d'intégration par partie quand je vais calculer la variation, mais il y a une partie qui contient les dérivées. Alors, la partie purement algébrique a déjà la bonne forme, et donc ce n'est pas elle qui a besoin d'être annulée par une variation d'un terme aux surfaces. Donc la partie algébrique, je ne vais pas l'écrire explicitement, puisqu'elle a déjà la bonne forme. Donc je vais écrire que la variation, donc la variation de h, écrivons ça fois xi perpendiculaire, c'est des termes qui ont la bonne structure, que je n'écris pas explicitement, qui s'obtiennent en variant tout ce qui est algébrique, moins, et c'est ça le calcul qui est plus compliqué, la variation, alors il y a un 1 sur 16 pi g, variation de l'intégrale d de x de r racine de g. D'accord? Donc tout ça, c'est les termes qui sont algébriques et qui ont déjà la forme une intégrale contenant delta GIJ non dérivée. Là, je vais avoir en général, quand je calcule la variation de ceci, des termes contenant GIJ dérivés à travers la courbure. Alors justement, dans la courbure, dans cette expression-ci, il y a deux termes. Et je vais peut-être le 16 pi g parce que je le remettrai après. Donc on va calculer la variation de moins d de x r racine de g. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est au facteur 1 sur 16 pi g que je peux mettre par après. Alors dans ce terme-ci, donc c'est la variation de, écrivons explicitement, moins de dx, delta r, donc je vais mettre le moins devant. J'ai delta r et même delta rij, gij racine de g. Puis je rappelle la courbure, c'est gij rij. Puis je vais avoir un terme où je dois calculer la variation de gij, puis je vais avoir un terme où je calcule la variation de racine de g. Mais ça, c'est algébrique. Donc la variation de gij et de racine de g, ça va contenir à nouveau des delta g non dérivés, et donc ça a la bonne forme. Donc en redéfinissant les termes qui ont la bonne forme ici, pour tenir compte de ce qui vient de là, donc le delta, je ne dois pas le mettre, je l'ai distribué là, j'obtiens ceci. Plus, et donc là que je vais absorber là-dedans. Donc je vais laisser tomber systématiquement les termes qui ont la bonne tête, je les laisse tomber. Donc mes inégalités, c'est modulo des termes qui ont la bonne tête et qui évidemment sont non nuls, mais qui ont cette forme-ci et qui contribuent à tout ce qui est écrit ici. Vous voyez que ceci vient bien d'intégration par partie, mais c'est des termes de volume, ils ont cette forme-ci. Bon, alors, donc il faut calculer delta rij. Alors, a priori, c'est un calcul très lourd, mais on peut le conduire de manière, disons, astucieuse. Vous avez déjà dû rencontrer quand on calcule les équations d'Einstein à partir de l'action de Einstein-Hilbert. Donc, a priori, dans la courbure, il y a des termes qui contiennent les dérivés des gamma. Par définition, de la courbure, moins delta dj gamma m im. Et puis j'ai des termes en gamma-gamma, que j'écris comme ça parce qu'on n'en aura pas besoin. D'accord? Donc la définition du tenseur de Riemann, il y a deux termes qui contiennent la dérivée des gamma, et puis il y a des termes qui sont quadratiques en les gamma. Alors, le tenseur de Riemann et le tenseur de Ricci sont des tenseurs. Donc ça veut dire que leurs variations sont des tenseurs. Alors, la connexion de Christoffel, ce n'est pas un tenseur, mais vous avez dû sans doute voir quelque part, la différence entre deux connexions est un tenseur. Donc delta gamma MIJ est un tenseur qui a la covariance indiquée par ces indices. Et donc, parler de la dérivée covariante, ceci a un sens. Par exemple, par rapport à L de gamma MIJ, c'est une expression, c'est la dérivée covariante d'un tenseur ayant ces indices-ci, a un sens. Alors, je sais que le membre de gauche ici est un tenseur. Ici, je vois apparaître
delta gamma qui est un tenseur, delta gamma qui est un tenseur, et puis là je veux obtenir des delta gamma fois des gamma. Donc là il y a toujours des termes de connexion qui ne sont pas purement tensoriels, au sens tenseur, transformation linéaire, homogène, sous le groupe linéaire. Bon, mais je sais que cette expression-ci doit me donner un tenseur, puisque c'est ça, fabriqué à l'aide de delta gamma qui est un tenseur. Alors je vais utiliser la propriété que si deux tenseurs sont égaux dans un système de coordonnées, ils sont égaux dans tout système de coordonnées. Et je vais comparer ce tenseur-ci à ce tenseur-là dans le système de coordonnées en un point où les coordonnées sont choisies de telle sorte que les gammas sont nuls en ce point, ce que je peux toujours faire. Alors lorsque les gammas s'annulent en un point, la variation d'une expression quadratique est nulle et la dérivée covariante coïncide avec la dérivée ordinaire. Donc ce que je prétends, c'est que ça c'est la même chose que delta gamma m ij point virgule m moins delta gamma m im point virgule j. Alors, raisonnement, je le répète, ces deux quantités sont des tenseurs. Ça c'est un tenseur, c'est le tenseur de Riemann. Ça c'est un tenseur parce que je vous ai rappelé que la différence entre deux connexions est un tenseur. Donc ces deux quantités sont des tenseurs. Donc s'ils sont égaux dans un système de coordonnées, ils sont égaux dans tout système de coordonnées puisqu'ils se transforment de la même manière. Comparons ces deux tenseurs dans le système de coordonnées où les gammas sont nuls et je prétends qu'ils coïncident. Lorsque les gammas sont nuls, dérivée ordinaire, dérivée covariante, c'est la même chose. Donc ceci me donne ça et ça me donne ça. Et si les gammas sont nuls, la variation des gammas carré est nulle. Puisque c'est gamma delta gamma, mais gamma est nul, donc ça fait gamma delta gamma égale à 0. Donc ces deux tenseurs sont égaux dans le système de coordonnées où les gammas sont nuls, mais comme c'est des tenseurs qui se transforment de la même manière, ils sont égaux dans tout système de coordonnées. Et alors, on va continuer en disant, eh bien, la variation des gammas, à nouveau, c'est des tenseurs. Alors, en principe, on écrit les gammas en fonction des G. Alors, c'est M, je vais prendre le même indice ici, S, fois G, SIJ, plus G, SJI, moins GIJ, S. Ça, c'est la définition des gammas. Si je varie les gammas, c'est un tenseur. Et la variation de la métrique, évidemment, est un tenseur aussi, puisque la métrique est un tenseur. Donc, à nouveau, je prétends que je peux écrire delta gamma m ij comme 1 demi GMS delta G SI point virgule J plus delta S G SJ point virgule I moins delta G IJ point virgule S. Parce que ça, ce sont deux tenseurs qui se transforment de la même manière. Donc s'ils sont égaux dans un système de coordonnées, ils sont égaux dans tout système de coordonnées. Je me place dans un système en un point où j'évalue, où je compare ces deux tenseurs, où je prends les coordonnées telles que les gammas sont nuls. Si les gammas sont nuls, c'est la même chose que de dire les dérivées premières de la métrique sont nulles. Vous voyez que si les dérivées premières de la métrique et les gammas sont nuls, les deux expressions coïncident. Ceci se ramène aux dérivées premières. Les dérivées covariantes se ramènent à des dérivées ordinaires, puisque les gammas sont nuls. Et ici, si vous voyez aussi que si les gammas sont nuls, les dérivées ordinaires sont nulles, ce qui veut dire que la variation de ça sera multipliée par 0, il ne restera que la variation de ces termes-ci. Et donc on a bien établi l'égalité là. Donc on peut réécrire la variation de RIJ comme... alors il faut que je fasse de la place. Bon, on n'a plus... non, ça, on aura besoin de ça. Ceci, on n'en a peut-être plus besoin. Donc, je peux réécrire delta RIJ en mettant tout ensemble comme 1 demi
GMS delta G SI point virgule J plus DG SJ point virgule I moins delta G IJ point virgule S point virgule M qui est cette dérivée voilà. Donc j'ai écrit ce premier terme et le deuxième terme moins 1,5 G MS delta G SI point virgule M, donc je fais la même chose pour l'autre gamma, delta G SM point virgule I moins delta G IM point virgule J. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas delta RIJ tout seul, mais contracté par GIJ, puisque c'est delta R qui m'intéresse. Donc, en mettant tout ensemble, qu'est-ce que je peux dire ? Alors, ce que je peux dire, vous voyez que j'ai chaque fois des dérivées covariantes secondes. Alors, en principe, il faut faire attention à l'ordre, puisque les dérivées covariantes secondes ne commutent pas. Mais la différence entre le commutateur des dérivées secondes va faire apparaître la courbure fois delta G. Mais delta G, c'est algébrique en delta G, il ne faut plus intégrer par partie. Donc ces termes-là vont avoir la bonne tête. Donc je vais laisser tomber des termes ici qui proviennent du fait que les dérivées covariantes secondes ne communent pas, mais les termes que je laisse tomber sont proportionnels en delta GIJ et donc ils contribuent aux équations, bien entendu, donc ça va contribuer à cette quantité qui est ici, mais pour les termes aux surfaces, ils ne vont pas contribuer. Et je regarde que les termes de surface. Donc, en fait, vous voyez que j'ai une expression quadratique en les dérivées. On va écrire ça comme ça. Tous les indices sont saturés. GPQ A M. Donc, je vais écrire plus lisiblement. Et alors, vous voyez qu'il y a deux types de termes. Soit je contracte un indice sur G avec un indice de dérivée, soit je contracte, prenons un autre terme, par exemple les deux dérivés ici ensemble, et puis j'aurai GIJ qui est contracté là. Donc soit je contracte les deux dérivés ensemble, soit je fais une contraction mixte d'un indice interne à G avec un indice de dérivée. C'est les deux seules possibilités puisque tous les indices sont saturés. Et donc il faut juste compter combien de fois ça apparaît. Et ce qu'on voit apparaître, c'est juste GPA, GPM, moins GPQ, GAM. Il y a des termes, donc il faut compter le nombre de fois où le terme, où je contracte les deux dérivés ensemble apparaissent. Je l'obtiens moins une fois, moins un demi ici. MS, oui, là j'ai oublié d'écrire la dérivée covariante. Alors quel est l'indice qui reste? C'est S? Non, S est déjà pris, c'est J, je pense. Oui, donc j'ai dû me tromper dans mes retranscriptions. Donc là c'était delta gamma IM, donc là c'est un J. Là je suppose que c'est un... Oui, il faut m'aider. Au tableau, on voit moins bien. Donc, quels sont les indices du dessous? IM. Donc, il y a un M quelque part. Là, il est là. C'est S alors, non? Il ne doit plus rester grand-chose. Donc, vous voyez que le MS, il apparaît là aussi. Donc, quand je compte... Et donc, GIJ, les deux dérivés sont contractés. Donc, si vous regardez les choses, vous arrivez finalement à cette expression. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ceci peut s'écrire comme la supermétrique de De Witt.
Donc c'est la même supermétrique que celle qui contrôle la partie cinétique, qui contrôle les termes de surface associés à la métrique. Donc il y a une sorte de... Donc je mets tout ensemble. Vous voyez que la supermétrique de De Witt, il y avait 2 contractions comme ça, et puis il y avait l'autre. Là je peux symétriser, puisque c'est symétrique en P et Q. Et je vous ai dit, c'est en AM, c'est symétrique modulo des termes qui ont la bonne tête. Donc en fait on peut réécrire moins xi perpendiculaire racine de G, GIJ, delta, RIJ, comme moins xi perpendiculaire, G, I, J, K, L, delta, G, I, J, point virgule K, point virgule L, plus des termes qui ont la bonne structure. Donc vous voyez que ça commence à se rapprocher de l'expression que je vous ai écrite ici. Parce qu'effectivement, maintenant on est prêt à discuter des intégrations par partie. Donc vous voyez qu'on intègre ça sur le D2X, mais que ce terme-ci n'a pas la structure ici, puisque j'ai des delta GIJ dérivés. Donc pour me ramener de ce terme-là à ce terme-là, je dois faire des intégrations par partie. Donc j'ai préparé le terrain pour voir quel terme contribuait au terme de surface. Oui ? C'est ça. Et après, comment on fait pour passer de moins delta Q à Q? C'est pas évident, ça? Non, ce n'est pas évident, donc c'est ce que je vais discuter maintenant, effectivement. Donc je veux faire les choses honnêtement, donc sinon je ne passerai pas mon temps à faire ces calculs développés. Donc effectivement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'on reçoit comme terme aux surfaces. Et puis maintenant, on va voir s'il y a moyen effectivement d'ajuster Q de manière à tuer ces termes, ce qui est une question non triviale. Mais donc ici, il faut se débarrasser des dérivés secondes, donc on va intégrer par partie. Et qu'est-ce qu'on va ramasser comme terme aux surfaces? Donc il n'y a que ceux-là qui nous intéressent, tout le reste est sous contrôle. Donc s'il n'est pas sous contrôle, c'est les termes de surface qu'on ramasse quand on intègre par partie. Et c'est là qu'il faudra utiliser les conditions. Pour le moment, c'est des identités sur le tenseur de Riemann, sur la variation du tenseur de Riemann. Je n'ai rien utilisé comme condition limite. Il faudra utiliser les conditions limites maintenant. Donc, je réécris la variation de ce terme-ci. Et donc, je vais écrire les termes qui ont la bonne tête, on va les appeler collectivement OK. Et probablement qu'il y avait un signe moins quelque part. Non, pardon, delta, donc ça c'est juste, c'est OK. Et puis on a moins 1 sur 16 pi g. Et alors, ce que je vais faire ici, je vais faire une première intégration par partie. Donc je vais ramasser un terme de surface que je vais écrire, donc moins 1 sur 16 pi g, c'est ce que j'écrivais, xi perpendiculaire g, i, j, k, l, delta g, i, j, alors, point virgule, k, je l'écris comme ça, puisque je vais intégrer par partie, point virgule L, D2X, plus, donc j'ai intégré par partie, 1 sur 16 pi g, un terme où je dois prendre la dérivée covariante de l'expression qui est là. Il y aura deux termes. A priori, je prends la dérivée covariante de xi perpendiculaire. Et c'est un scalaire d'espace, donc c'est la même chose que la dérivée ordinaire. Et puis un autre terme où je prends la dérivée covariante de grand G IJKL. Mais grand G IJKL est fabriqué à l'aide de la métrique, dont la dérivée covariante est nulle. Donc grand G IJKL a des dérivées covariantes nulles, et donc ça ne contribue pas au calcul. Donc j'ai ceci, plus des termes. Donc là, j'ai intégré par partie. Donc là, pour le moment, j'ai... Bon. Et alors, ça, c'est un terme de surface. Donc, les termes de surface, je n'y touche plus. Par contre, ici, c'est
Hein, donc ceci, je peux le convertir en un terme de surface, hein, puisque c'est la divergence d'un vecteur, d'une densité vectorielle. Il y a un racine de G là. Donc ça, c'est une dérivée ordinaire, et par Gauss, je peux le transformer en une intégrale de surface. Par contre, ceci n'a pas encore la bonne tête. C'est une intégrale de volume, qui est à 2 dimensions, d'un objet qui contient les dérivées de G, donc qui n'a pas encore cette forme-ci. Donc je dois faire une intégrale supplémentaire. Donc je vais convertir ceci en une intégrale de surface, en intégrant cette fois-ci par partie par rapport à K. Donc je vais convertir ceci, alors faisons-le tout de suite. Donc je vais avoir moins le terme où la dérivée covariante tape ici, qui multipliera delta GIJ. Et donc, puisque c'est delta GIJ non dérivé, ça aura la bonne structure. Donc, modulo une redéfinition de OK, j'ai ceci. D'accord? C'est clair? Bon, quand on suit le raisonnement, c'est clair, mais peut-être après, quand on regarde le tableau 3 minutes après, on a oublié. Donc, je répète. Donc, je voulais me débarrasser de la dérivée de la variation de la métrique qui était ici. Pour ça, je fais une intégration par partie. L'intégration me donne ce terme-ci, par partie me donne ce terme-ci, moins un terme où la dérivée K va porter, là-dessus ça ne donne rien puisque c'est la métrique, mais va porter là-dessus. Donc j'ai la dérivée seconde de Xi. Mais les dérivées secondes de Xi vont être multipliées par delta GIJ, puisque je me serais débarrassé de toutes les dérivées qu'il y avait sur delta GIJ. Donc c'est un terme qui a la bonne structure. Comme il a la bonne structure, je le regroupe avec OK, qui étaient les termes qui avaient déjà la bonne structure que j'avais mis ensemble. En modifiant les termes qui ont la bonne structure, donc c'est pour ça que j'ai écrit OK', j'ai cette égalité ici, identité ici. Pour le moment, je n'ai rien utilisé que des intégrations par partie et des identités sur les variations du tenseur de Riemann. Donc il n'y a pas de condition limite qui a été utilisée jusqu'à présent. Alors vous voyez d'ailleurs, on a vu qu'en intégrant par partie, on va avoir des dérivées secondes de Xi perpendiculaires. C'est ça qui vous donne ce terme-ci dans les équations d'Einstein, hein, clairement. C'est comme ça que ça apparaît, ces dérivées secondes de Xi. Bon, alors maintenant, la question qui a été posée, c'est est-ce que ce terme au bord peut s'écrire comme la variation d'un terme au bord? Est-ce que c'est exact en d'autres termes? Donc on a une sorte, si vous voulez, ceci c'est réellement dans mes notations d'avant. On a une dérivée extérieure dans l'espace des phases. Est-ce que on a une informe dans l'espace des phases? Est-ce que cette informe est exacte? C'est ça la question. Est-ce que ça peut s'écrire? Donc ceci c'est la même chose. Hein. Est-ce que cette informe est exacte? Donc est-ce que je peux trouver un B de telle sorte que ceci peut s'écrire comme la variation de ce B? Alors pour ça, on va utiliser les conditions limites. Et donc pour ça, je vais écrire ça explicitement d'abord comme un terme de surface. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, comme vous avez dit, il faut... Donc, en principe, on aura plus delta B est égal à ça plus delta B, ou enfin que j'ai appelé Q peut-être, oui, delta Q. Et donc là, on va avoir l'équation delta Q est égale, compense ça. Donc delta Q doit être égal à 1 sur 16 pi G plus ceci. Hein. Donc l'équation pour delta Q, c'est delta Q est égal à 1 sur 16 pi G. Alors je l'écris tout de suite ça comme un terme de surface. Donc c'est l'intégrale sur le cercle à l'infini. Xi perpendiculaire, G, I, J, K, L, delta G, I, J, point virgule K, D, S, L. Hein, j'écris sur le cercle à l'infini, moins 1 sur 16 pi G, intégrale sur le cercle à l'infini, de Xi perpendiculaire, virgule L. Alors on va peut-être permuter les indices K et L, ce que je peux faire parce que c'est symétrique en K et L. G, I, J, K, L, delta G, I, J,
DSL. Donc l'élément de longueur sur ces défis en fait. Parce que le racine de G est inclus ici. Donc ceci c'est défi. D'accord. Donc la question c'est en d'autres termes, est-ce que ceci peut s'écrire comme le delta de quelque chose? Ce qui n'est pas évident parce que ça dépend de la métrique. Et donc le delta, il n'est pas clair, je peux le passer à travers tout. C'est ça votre question. Et pareil ici, est-ce que le delta, je peux le faire passer? Est-ce que ceci peut s'écrire comme la variation d'un terme de surface? Ça doit être le cas si on veut que ce générateur soit bien défini. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de considérer ou que ces transformations ne sont pas canoniques, non pas un générateur. Oui? Ça peut être plus compliqué, oui, ça pourrait être A delta, ça doit être intégrable, pour être tout à fait précis. Il y a une manière pour le vérifier de manière systématique à nouveau, de manière systématique, je ne suis pas sûr qu'il y ait une manière, totalement déductive. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est vous dire, avec ces conditions aux limites là, je peux remplacer cette expression par une autre qui est égale et qui est manifestement intégrable. Alors, on pourrait se dire peut-être qu'il existe d'autres conditions, et même je pense qu'on va entendre cet après-midi, plus tard, un exposé où avec d'autres conditions aux limites, ça marche aussi. Donc, c'est de nouveau pas. Il y a de la liberté là. Mais donc, ici, ce que je veux montrer, c'est que c'est intégrable avec les conditions aux limites qui sont données là. Et avec les conditions aux limites qui sont données là, en fait, on peut vérifier les deux choses suivantes. Donc, en fait, ceci. C'est pour R très grand, puisqu'on intègre sur le cercle à l'infini. Donc la seule chose qui nous intéresse, c'est les termes qui restent finis et qui ne tendent pas vers 0. Donc, le remplacement ici de quantités par leur valeur asymptotique, en vous disant que si je fais ça, ça reste égal, c'est-à-dire que les corrections sont d'ordre 1 sur R ou 1 sur R carré et tendent vers 0. Donc il y a plusieurs termes, il y a deux choses qui m'embêtent, enfin il y a essentiellement, oui, il y a deux choses qui m'embêtent. C'est ça, si je puis dire, et c'est ça. Alors, ça, c'est parce que c'est bâti avec la métrique complète, et donc c'est quelque chose qui a une variation non nulle. Et là, c'est la dérivée covariante avec la métrique complète. Bon. La question qu'on se pose, c'est supposons que je remplace delta GIJ point virgule K par delta GIJ bar K, donc calculé avec la métrique de background. Et si je remplace GIJ Mn par G0 IJ Mn, c'est-à-dire la même supermétrique, mais pour la métrique de background, est-ce que j'ai le droit? Donc ce qu'il faut faire, c'est se dire il y a une différence entre ça et ça, mais qui va tendre vers 0. Parce que ceci va tendre vers. Enfin, les deux quantités tendent vers la même chose à l'infini. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que les termes qui en plus, donc c'est égal si vous voulez, ne contribuent pas à l'intégrale de surface. Donc là, malheureusement, il me reste 2 minutes, je vous demande de me croire. Donc vérifiez, mais c'est facile, je veux dire, c'est facile, c'est lourd, mais c'est conceptuellement absolument direct. On a les conditions, on a tout ça, on compare. Et donc je prétends que les corrections entre donc les termes par lesquels les termes correcteurs ici entre les deux dans l'égalité sont des termes qui ne contribuent pas à l'intégrale de surface, c'est-à-dire qui ne contribuent pas quand R tend vers l'infini. Du coup, je peux remplacer G par G0 et je peux remplacer la dérivée ordinaire par la dérivée covariante par rapport à G par la dérivée covariante par rapport à la métrique de fond. Alors maintenant, c'est linéaire en delta GIJ et il n'y a pas de GIJ ailleurs. C'est G0 qui apparaît partout. Et donc là, le delta, maintenant, c'est clair qu'on peut le sortir et vous voyez apparaître ce que j'ai écrit là. Donc cette expression là-bas, c'est delta de ceci. J'ai un delta ici, qui est, je pense, le premier terme. Oui, quand vous mettez un delta ici, ceci s'en va. Hein. C'est simplement que si on mettait GIJ tout seul, on obtiendrait une expression divergente. Donc c'est comparer la différence par rapport à la métrique de fond qu'on fait. Et donc voilà. Et donc, ce
ce calcul, un peu lourd, mais conceptuellement, je pense, relativement direct, justifie l'expression de l'intégrale de surface qu'il faut ajouter au générateur des déformations de l'hypersurface, donc paramétrisé par des vecteurs de symétrie asymptotique dans le cadre des espaces asymptotiquement de-Sitter à 2 plus 1 dimension. Alors, très rapidement, je pensais pas avoir le temps de le faire, mais je ne vais pas le faire, ni aujourd'hui, ni la fois prochaine. Très rapidement, si on prend cette expression qu'on prend pour xi perpendiculaire le vecteur correspondant à d sur dt, c'est-à-dire paramétrisé par ces valeurs de n et de n, paramétrisé comme ceci. Donc si je prends d sur dt comme vecteur de symétrie asymptotique, on a vu que c'était une symétrie asymptotique, que j'injecte ça dans l'expression pour Q, qui est là, j'obtiens, et que je prends aussi la solution au trou noir. Donc je calcule ceci pour xi perpendiculaire correspondant à n, xi correspondant à ni, bon ça ne va pas contribuer. Et pour ces expressions-ci, je prends la métrique du trou noir, ben vous allez obtenir exactement m. D'accord ? Donc la métrique du trou noir diffère de la métrique par des termes proportionnels à m et j, mais bon, j va tomber du calcul, il va contribuer qu'au moment cinétique, vous obtenez m. Donc ça, c'est le calcul qui justifie l'interprétation du paramètre m dans la solution trou noir comme étant la masse du trou noir. C'est la valeur du générateur des translations dans le temps. Et le calcul que je vous ai donné ici, c'est réellement le calcul de la masse ADM, donc c'est l'analogue de la masse ADM, dans le contexte anti-de-Sitter, qui a été fait pour la première fois d'ailleurs par Abbott et Deser, et Deser. Et donc ils l'ont fait dans le calcul pour anti-de-Sitter, où les choses sont un peu plus subtiles, puisque la métrique de fond n'est pas de la courbure, mais on peut le faire, voilà ce qu'ils ont obtenu. Enfin, ils l'ont fait à 4 dimensions, mais à 3, c'est ceci. Oui ? Juste une question sur le calcul. Donc, dans toute cette dérivation-là du terme de bord, les delta G et J sont complètement généraux. Il n'y a pas de... Oui, donc ça c'est réellement des identités sur le tenseur de courbure. Donc là, je n'ai rien utilisé comme condition aux limites, juste des identités sur les gamma, les dérivées des gamma, etc. Et les dérivées covariantes secondes, etc. Donc là, effectivement, donc c'est un calcul tout à fait général. Donc ce terme au bord, quelles que soient les conditions limites, c'est toujours ça que vous allez obtenir, enfin, mais avec la métrique réelle. Mais même à la fin, non, le delta GJ n'a pas de condition. Ici non plus. Même après... Ce qu'il y a, c'est que ça peut diverger. Hein. Vous allez obtenir un terme de surface qui n'a aucune garantie d'être fini, d'être le delta de quelque chose. Donc la première question, ça peut diverger. La deuxième, ça peut ne pas être intégrable. Et alors là, mais c'est une identité. En fait, c'est des identités locales. Hein. J'ai intégré par partie. J'ai jamais réellement... Enfin, j'ai utilisé la règle de Leibniz sur les dérivés de produits, essentiellement. Hein. Donc ça, c'est local. Après, quand j'intègre par partie et que je ramasse des termes au bord, alors là, pour voir si ces termes au bord sont finis et intégrables, il faut utiliser les conditions limites. Mais c'est seulement là qu'elles jouent. Elles jouent donc très tard dans le calcul. Et ma question, c'est les conditions limites sont sur la métrique, pas sur les variations de la métrique. Ah oui, oui, mais les variations de la métrique doivent obéir aux conditions limites. Il faut que la nouvelle métrique après variation obéisse aux mêmes conditions limites. Donc ça va vous dire, les variations de la métrique, par exemple, la delta GRR, bon, comme ça c'est fixé, c'est toujours le même L, on ne touche pas à L, ça va être d'ordre 1 sur R4. Hein, de même, delta G phi, bon, ça c'est toujours R carré, c'est d'ordre 1 sur 1, d'ordre 1. Alors juste deux phrases pour anticiper sur ce que je vais faire, mais je vais le faire de manière beaucoup plus économe. Bon. On a identifié deux symétries asymptotiques, D sur dt et D sur dφ. Je vous ai dit, le groupe anti-de-Sitter, c'est un groupe de symétrie asymptotique. Si on fait le calcul des symétries asymptotiques, on voit en fait que ces symétries asymptotiques forment un groupe beaucoup plus grand, le groupe conforme à 2 dimensions infinidimensionnelles. Et on peut, pour chacun des générateurs de ce groupe conforme, par les mêmes techniques, en fait, on a les calculs, hein, il suffit de maintenant mettre les xi perpendiculaires, les xi correspondant à ce que je vous dis être les symétries asymptotiques, on calcule les charges, on peut calculer l'algèbre des charges, c'est le crochet de Poisson des charges, et on trouve l'algèbre de Virasoro avec une charge centrale C reliée à L et à G. Et ça, je vais vous le calculer
la semaine prochaine, mais en utilisant la formulation Chern-Simons qui permet de court-circuiter grandement tous les calculs. C'est une formulation qui est là à 2 plus 1 dimension, donc autant l'utiliser. Mais ce calcul que j'ai fait ici, à 3 plus 1 dimension, ou en dimension plus grande, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il n'y a pas la formulation Chern-Simons qui... Bon, il y a des petits raccourcis qu'on peut trouver ici à droite et à gauche, mais fondamentalement, c'est ce calcul-là. Voilà, mais donc je vais terminer pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, c'est la dernière leçon, faisant partie du cours, et la semaine d'après, ce sera un séminaire que je donnerai. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, vous aurez été au moins exposé une fois au calcul de l'énergie ADM.